Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne après ces 15 jours de pause. Permettez-moi en tout premier lieu de vous souhaiter une excellente année 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite évidemment la santé, la réussite. Je vous souhaite de profiter de vos passions au maximum en cette année 2026. Moi, en ce qui me concerne, je vais mettre un point final à mon année 2025 qui est un petit peu particulière pour moi forcément parce que c'était l'année de création de la chaîne. Et j'ai eu beaucoup de très bonnes lectures en cette année 2025. Je voulais mettre un petit point final en faisant mon top des lectures 2025 comme à peu près tout le monde. Je le fais en ce début d'année parce que j'ai pas pu le faire en fin d'année dernière. Donc je vais vous faire un top de mes lectures 2025. Je vais faire un top 10 pour que ce soit un peu intéressant. Il y en a eu beaucoup dans l'année, mais on va se limiter à un top 10 pour que ce soit un petit peu rigolo de faire l'exercice. Et puis, bon, il y aura quelques mentions honorables bien entendu, mais il s'agit de ma sélection de lecture 2025, donc de mes lectures, pas forcément des sorties de 2025. Ce sont les choses que j'ai pu lire et découvrir en 2025. Voilà. Vous êtes prévenus. Top 10 du coup, avec deux emplacements où je triche un petit peu, je vous le cache pas, et avant le numéro 1, je vous donnerai deux trois mentions honorables, histoire de conclure tout ça. On va commencer tout de suite, du coup, hein, autant ne pas prendre 1000 ans à faire une intro. On va donc commencer avec le numéro 10 de mon top, qui est le Secret Wars de Jonathan Hickman. Ici, c'est l'omnibus VO que vous voyez. Je l'ai acheté en omnibus VO puisque j'aime bien les omnibus, comme ça se voit, et que j'avais le run d'Avengers en omnibus VO aussi, donc du coup je voulais compléter. C'est donc Jonathan Hickman et Esad Ribic sur Secret Wars. Secret Wars, c'est quoi? C'est l'event conclusion épique, on va dire, c'est la conclusion épique du run de Avengers de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman qui se sert aussi beaucoup de son run sur les Fantastic Four quelques années auparavant pour conclure tout ça. Donc on est vraiment sur le climax de ces runs de Fantastic Four et d'Avengers. C'est vraiment un event qui a rebattu les cartes du multivers Marvel et qui a beaucoup fait parler à l'époque. J'avais envie de le découvrir puisque, vous le savez, je suis ultra fan de Doctor Doom, Victor Von Doom, et ici c'est un des personnages principaux de Steven, sans en dire trop. J'ai du coup découvert ça en 2025 et j'ai adoré ma lecture. Comme beaucoup de gens, j'ai trouvé que cet event était marquant, qu'il avait le potentiel pour avoir de vraies conséquences. Est-ce que ça a été le cas ou pas? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il avait le potentiel pour. Et il y avait de très très bonnes idées. Je trouve qu'Hickman, il s'est servi de son talent d'architecte, puisque vous le savez, Hickman, c'est quelqu'un qui aime faire des histoires sur le long cours, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'arcs narratifs, beaucoup de twists. C'est ce qu'il a fait en partant de son Fantastic Four, puis son Avengers, puis Secret Wars. On a vraiment une espèce d'énorme fresque multiverselle, épique, intéressante, bien écrite, bien illustrée dans l'ensemble si on prend la totalité. Et puis Esad Ribic, il est plutôt en forme hein, sur Secret Wars, donc vraiment, Secret Wars, un vrai bonheur de découvrir ça en 2025, j'ai adoré, et Doctor Doom, je trouve que son écriture, ainsi que celle de Reed Richards d'ailleurs, sont... Enfin, c'est vraiment très réussi, c'est vraiment très très réussi, je suis ravi de ça, et puis bon, qui n'aime pas le design de Doom dans cet event? Voilà, j'en dirai pas plus, si vous ne le connaissez pas, vous irez éventuellement le découvrir. En France, c'est disponible en Deluxe chez Panini. Je sais pas s'il est encore disponible ou pas, mais en tout cas, je crois qu'il y a un poche aussi. Donc, Secret Wars, voilà. Évidemment, il vaut mieux avoir lu le run d'Avengers et aussi celui de Fantastic Four, même si on peut sans doute s'en sortir sans, mais c'est mieux puisque c'est vraiment un point final à ce qu'il a commencé à mettre en place dans Fantastic Four. Voilà. Donc ça, c'était le top 10. Un bonheur de découvrir cet event. Ensuite, top 9. Top 9, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, vous le savez, j'ai déjà parlé de certains de ces titres sur la chaîne, donc je vais pas vous refaire des reviews complètes. Déjà parce que ça durerait 4h30, et ensuite parce que le but c'est de vous donner un top dans une vidéo qui est digeste. Voilà. Donc, top 9, aucune tombe assez profonde. J'ai adoré ce récit, c'est Scotty Young et Roll Ray Corona. C'est sorti en grand format chez Urban Comics. Grand format qui est tout à fait justifié parce que les planches de Roll Ray Corona sont absolument sublimes. Je trouve que ce récit est vachement intéressant parce que c'est une histoire qui va vous parler de deuil, de maladie, de ce que ça fait à une famille. Ouh, j'ai tapé dans mon micro. De ce que ça peut faire à une famille. Je vous montrerai pas forcément des planches de tout, mais ici ça vaut quand même le coup parce que c'est vraiment vraiment sublime. Alors évidemment, il y a des planches que tout le monde a déjà montrées, mais voilà, hop, c'est très 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 beau. On a un Roll Corona qui est on fire. Qu'est-ce que ça raconte? C'est Scotty Young qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui était une hors-la-loi auparavant. Vous la voyez ici. Hop.
et qui a décidé de se poser, et qui a donc fondé une famille. Elle a une enfant et un mari, sauf que un jour, elle se rend compte qu'elle est gravement malade, qu'elle va mourir, et avant de se faire emporter par sa maladie, elle décide d'aller confronter la mort et d'aller carrément la tuer avant qu'elle ne l'emporte finalement. C'est évidemment une histoire sur le deuil, puisque chacun des chapitres est nommé comme une des étapes du deuil, donc l'acceptation, le marchandage, tout ça, vous connaissez. C'est très bien écrit, c'est très 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 bien illustré, et moi je l'ai lu 2 fois d'affilée parce que vraiment je trouve que ça se lit à une vitesse folle, que c'est extrêmement fluide, et moi j'ai été vraiment vraiment touché par le voyage de cette jeune femme, donc vraiment j'ai adoré Aucune tombe assez profonde, c'est donc mon top 9 de 2025, comme vous l'avez compris. Alors ensuite, on va passer au top 8. Top 8, j'ai un peu triché, je ne vous le cache pas, puisque j'ai mis les 4 tomes de Absolute. Pourquoi 4, me direz-vous? Il y en a 5 qui sont sortis en France. Oui, mais le Flash, je l'ai pas trop aimé, donc je ne le compte pas. Dans cette place numéro 8, je garde donc Superman, Batman, Wonder Woman et Martian Manhunter. Oui, je triche, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. On a donc sur Wonder Woman Kelly Thompson et Hayden Sherman, sur Batman Scott Snyder et Nick Dragota, sur Superman Jason Aaron et Rafa Sandoval, et sur sur Martian Manhunter, pardon, Dennis Camp et Javier Rodriguez. L'univers Absolute, vous commencez à connaître maintenant, tout le monde en parle. C'est un univers alternatif qui a été créé après l'event Absolute Power chez DC Comics, et qui est donc un univers un peu comme le Ultimate de Marvel à l'époque, qui permet aux auteurs de réinterpréter les origin story des personnages et d'en faire des versions très différentes. Ici, on est sur un univers avec, on va dire, une sonorité un peu plus dark. Voilà. On a donc Wonder Woman, que moi personnellement j'ai adoré. Wonder Woman avec un Hayden Sherman qui nous fait un super travail, notamment sur la composition, avec c'est tout en rondeur en fait au niveau des cases. C'est très inspiré, je pense, de l'iconographie grecque antique avec les vases, etc. C'est vraiment très beau, c'est vraiment très intéressant. On a une Diana qui est totalement différente de sa version, enfin totalement différente. Elle a les mêmes valeurs, mais elle a une origin story totalement différente de sa version continuité. Batman, même chose, on a une proposition assez couillue, pour dire les choses vulgairement, avec un Batman qui est extrêmement costaud, vous pouvez le voir ici, et une origin story là aussi très différente. Dans les deux cas, je trouve que l'idée est très très bonne. Je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Superman, c'est pareil. Superman, c'est aussi une origin story très très différente et qui a du sens de mon point de vue, avec une interprétation du personnage qui risque d'être très intéressante. Je reste dubitatif sur certains aspects, notamment un petit manichéisme que j'attends de voir. Enfin, j'attends de voir si Jason Aaron va rester là-dessus ou si ça va un petit peu changer, mais en tout cas, j'ai quand même adoré ma lecture. Sur la Trinité, vraiment, je n'ai rien à dire. J'en ai parlé sur la chaîne, vous pouvez aller voir mes avis plus détaillés, on va dire, sur chacun de ces tomes-là, mais vraiment, petite merveille. Et puis le dernier en date, le gros coup de cœur, Denis Camp et Javier Rodriguez sur Martian Manhunter. On est sur une version là aussi extrêmement différente de la version continuité, mais qui est vraiment, vraiment courageuse, intéressante, assez profonde, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo sur le bouquin, ça traite de thèmes assez étonnants, et ça les traite de manière aussi très étonnante, avec une utilisation des couleurs qui est vraiment fascinante. Vraiment, je trouve qu'en fait, on a vraiment une proposition très indé sur ce titre-là, mais vraiment, ouais, vraiment très surpris et très agréablement surpris, en fait. Donc globalement, sur l'absolute, voilà, j'ai un petit coup de cœur sur ces 4 titres-là. Flash, c'est plus compliqué, mais j'irai quand même sur le tome 2 pour lui laisser une chance, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à suivre l'univers absolute, parce que DC Comics est en forme en ce moment, je trouve, et particulièrement avec cet univers-là, qui cartonne en plus au niveau des ventes et bah, des critiques. Donc pour le coup, en ce qui me concerne, c'est coup de cœur sur l'univers absolute, et c'est donc le numéro 8, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, le numéro 8 de mon top. On va passer au 7 parce que j'ai passé beaucoup trop de temps sur Absolute. On va passer au 7, qui est donc Hyde Street en numéro 7. Hyde Street de Geoff Jones et Ivan Rice. C'est le label Ghost Machine aux États-Unis, label fondé par Geoff Jones et une équipe phénoménale d'auteurs et de dessinateurs. Donc on a Ivan Rice, on a Brian Hitch, on a Peter J. Tomasi, on a Gary Frank, bien entendu. Vraiment que des noms de fous, et j'en passe évidemment. Et Hyde Street, c'est la dernière sortie en date en France chez Urban Comics dans un format de luxe, un petit peu sympathique d'ailleurs, avec un dos rouge, c'est cool parce que j'en ai un petit peu marre des dos noirs de Urban Comics en ce qui me concerne.
Donc, plutôt beau boulot d'Urban, et en plus, on a donc un format un petit peu agrandi, ce qui va très bien aux magnifiques planches d'Ivan Rice, qui, comme vous pouvez le voir ici, sont magnifiques. Je vais pas vous en montrer trop, encore une fois, on n'est pas sur des reviews des comics ici, mais en tout cas, vraiment un très très beau bouquin. De quoi ça parle? Hyde Street, c'est une rue un petit peu étrange, un petit peu surnaturelle, dans laquelle finissent les gens qui ont fait du mal autour d'eux dans leur vie, et dans laquelle habitent tout un tas de personnages tous plus malsains et bizarres les uns que les autres, à savoir déjà le Monsieur X-Ray qu'on voit ici, et tout un tas d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. Ils ont pour mission, pour le compte d'une créature étrange qui s'appelle le Compteur, d'amasser 10 000 âmes, et s'ils peuvent amasser 10 000 âmes, ils auront le droit de sortir de Hyde Street. 10 000 âmes de gens mauvais, évidemment, en tout cas de gens qui ont fait quelque chose de mal. Ça peut aller du meurtre à tout un tas d'autres choses. Hyde Street, c'est un récit horrifique qui est mené d'une main de maître par Geoff Jones, c'est extrêmement bien écrit, il nous présente des personnages qui sont tous plus intéressants et tarés les uns que les autres, et ça donne vraiment, vraiment envie d'aller voir ce qu'il va faire avec ça, parce que vraiment, c'est la grande force de ce récit, ce sont ces personnages. Vraiment, ces personnages sont fascinants, là encore. Et puis Ivan Rice, qui donc fait un travail de fou au visuel. On n'est pas sur de l'horreur classique, c'est quelque chose d'assez original, je trouve. Il y a des très bonnes idées. Et encore une fois, la grande force qui le sépare du reste des récits horrifiques de cette année, pour moi, ce sont ces fameux personnages qui sont vraiment, vraiment très intéressants et qui ont un potentiel de fou. Voilà, donc ça, en plus, au passage, Urban a mis la mini-série, je crois que c'est une mini, enfin, a mis, en gros, il y a un récit alternatif qui s'appelle Devour, qui est incroyable et qui est aussi compris dans ce tome 1, donc Urban a fait du bon boulot pour le coup. Donc Hyde Street, bah écoutez, pardon, c'est le numéro 7 de ce top. Ensuite, numéro 6, Murder Falcon, ressorti chez Delcourt en grand format, en format deluxe, puisque c'était sorti déjà il y a quelques années, moi j'étais pas allé dessus, parce que Daniel Warren Johnson, je suis pas le plus grand fan du monde, j'aime bien évidemment, j'aime beaucoup, j'ai adoré Blue Opera Bomb, mais je l'ai découvert sur son Wonder Woman Dead Earth, qui m'avait pas transcendé, je dois dire, pour diverses raisons. Là, par contre, j'y suis allé parce que le grand format était... Pour le coup, c'est un bel écrin. Et puis, j'ai un ami qui m'en a dit beaucoup de bien depuis des années, donc je me suis dit, allez, on tente. J'en ai parlé sur la chaîne aussi, immense coup de cœur, vraiment, à ma grande surprise. Immense coup de cœur, c'est évidemment Daniel Warren Johnson au dessin et à l'écriture. Et eh bien écoutez, c'est du très très lourd. On parle là encore, je vous parlais de personnages très intéressants dans Hate Street, et ben là encore, c'est le gros point fort de ce bouquin. On a un groupe de personnages qui est extrêmement attachant, et en fait, c'est l'histoire, oui, je vous ai même pas dit l'histoire, c'est l'histoire de ce personnage-là, que vous voyez ici, qui rencontre ce personnage-là, le gros faucon humanoïde, là, qui s'appelle Murder Falcon. Et en fait, Murder Falcon a besoin de... Enfin, c'est un musicien, le personnage principal, et Murder Falcon a besoin de sa musique pour obtenir de la puissance et combattre un monstre qui envoie ses hordes pour conquérir la Terre. En fait, c'est un monstre d'un autre plan d'existence. Et Murder Falcon a besoin donc de la musique du personnage principal et de ses amis, j'en dis pas plus, comme ça vous découvrirez. Il y a des combats épiques, c'est extrêmement touchant parce qu'évidemment il y a des thématiques très humaines derrière. J'en dis pas trop, là encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir la vidéo sur la chaîne, mais il y a des thématiques vraiment très humaines. Ça parle de... Ouais, je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas spoiler, mais... Encore une fois, de maladie et de deuil, un petit peu comme tout à l'heure avec Aucune Tombe, mais de manière très très différente. Ça parle d'amitié aussi, ça parle de passion avec la musique, puisqu'on Daniel Bryan Johnson est passionné de musique, et ici on est sur la thématique principale de ce bouquin, clairement. C'est du très lourd, aussi bien visuellement qu'en termes d'écriture. J'ai pris une petite claque, il y a une scène qui m'a mis quasiment la larmichette, donc vraiment, Murder Falcon mérite pour moi sa place dans ce top. Je crois qu'on entame Ouais, on entame le top 5 là, voilà, donc on va passer tout de suite au numéro 5 de ce top, à savoir, je vous ai pris ici le tome 2, mais c'est Immortal Hulk de Halloween, le run de Halloween sur Hulk. Là, c'est le tome 2 de l'Omnibus, déjà parce qu'il était plus accessible dans la collection, et puis ensuite parce qu'il est magnifique. Regardez-moi cette petite couverture alternative de Panini, c'est pas beau ça? Magnifique. Bref, donc, Immortal Hulk, c'est le fameux run de Halloween qui est une sacrée claque. Une sacrée claque parce que on est sur un récit qui ose faire des choses que on voit pas souvent chez les Big Two. Le run, il est unique dans sa proposition, vraiment.
Très horrifique, très horrifique. On a Joe Bennett au dessin sur la plupart des numéros. Joe Bennett qui fait un travail exceptionnel, notamment sur la partie body horror, puisque il y a beaucoup de body horror dans ce run. Le body horror, pour ceux qui savent pas, c'est un type d'horreur qui est basé sur la déformation du corps humain pour être extrêmement malaisant et dégueulasse, hein, clairement. Type The Thing, par exemple, de Carpenter. On a ça à fond là-dedans. Il y a des pages qui sont absolument dégueulasses, et vraiment, je maintiens, c'est très surprenant pour du Big Two, entre guillemets, grand public. Il y a eu vraiment du courage du côté de Halloween et de Joe Bennett et de tous les gens qui ont travaillé sur ce run. Et surtout, la grande force pour moi, c'est que Halloween, il prend un petit peu partout, il pioche des choses de la continuité de Hulk, il respecte le travail des précédents auteurs qui ont travaillé sur le personnage, il s'en sert, et il fait avec quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait unique. Et j'ai trouvé ça particulièrement efficace, particulièrement marquant. Moi qui suis pas un grand connaisseur de Hulk, j'ai pris une belle petite baffe. Est-ce que c'est accessible? Oui, plutôt. J'ai utilisé la vidéo des rubriques de G qui donnent les infos nécessaires, en tout cas qui donnent des infos pour être tranquille et confortablement découvrir ce run. N'hésitez pas à l'utiliser, cette vidéo, allez la voir parce qu'elle est topissime. Et Monsieur G, il fait du bon taf de toute façon. En tout cas, Immortal Hulk, c'est vraiment une très grande claque pour moi. Ouais, une découverte de fou qui me donne envie d'aller sur la suite parce que, évidemment, ça pose des bases sur. Enfin, disons qu'à la fin de ce run, on se dit que, franchement, il y a moyen de faire des trucs assez dingues derrière. Donc, j'irai sur le run de PKJ, Philip Kennedy Johnson, qui est le run d'après. Je sais pas quand j'irai exactement, mais j'irai, c'est certain. Immortal Hulk, top 5 de 2025 pour moi. Enfin, en tout cas, de mes lectures 2025 pour moi. Ensuite, top 4, on est presque au top 3, dites donc. Top 4, on n'est plus sur du comics, on est sur de la BD, puisque j'ai découvert en 2025 Ulysse et Cyrano de Stéphane Servin, Xavier Dorisson et Antoine Christo. On est sur l'histoire de ces deux personnages-là, donc Ulysse et Cyrano. Ulysse, c'est un gamin qui doit hériter de l'entreprise de son père, mais qui a d'autres rêves, très clairement. Et Cyrano, c'est un ancien grand chef qui, on va dire, a vécu des choses qui ont un petit peu mis à terre son rêve de grand restaurant. J'en dirai pas beaucoup plus, vous découvrirez, mais en tout cas, c'est une histoire qui est, encore une fois, extrêmement touchante, très très humaine. On a des planches qui sont absolument dingues. Les expressions faciales des personnages, je trouve, sont très 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 réussies, ce qui fait qu'on pourrait presque, comme je le disais dans la vidéo que j'avais fait dessus, on pourrait presque suivre l'histoire juste en regardant les visages des personnages sans lire les bulles. C'est vraiment très très beau. Un immense format pour le coup, de nos amis de chez Casterman. Immense format qui est certes difficile à caser dans la bibliothèque, mais qui est vraiment justifié compte tenu de la beauté des planches. C'est une histoire qui est très 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 humaine. Ça parle de transmission, ça parle de passion, ça parle de liberté, ça parle de famille. Ouais, moi j'ai adoré, j'ai pris une belle baffe là aussi. De toute façon, vous vous doutez bien que si c'est un top 10, c'est que globalement j'ai adoré à peu près tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, Ulysse et Cyrano, j'ai suffisamment aimé pour que ce soit dans le top 5, et c'est donc le 4 du coup. Ça c'est fait. Ensuite, on va passer au top 3. Top 3 qui commence par ce fameux run. Je vous ai sorti l'omnibus numéro 1, John Byrne, les Fantastic Four. On est sur un des runs les plus marquants sur l'équipe, sur la famille d'explorateurs, de scientifiques et de héros que sont les Fantastic Four. On est sur un run qui, évidemment, est marquant pour tout un tas de raisons. Déjà parce que ce sont des aventures exceptionnelles à suivre, fun, intéressantes, profondes pour certaines, avec une vraie maîtrise de la dynamique familiale et de ses personnages. Et surtout parce qu'il a modernisé tout un tas de choses, notamment le personnage de Susan Storm, qui n'existerait pas dans sa version moderne sans ce run-là. C'est Byrne qui l'a rendue badass, intéressante, puissante, tellement, tellement intéressante et tellement... Enfin, en fait, c'est devenu vraiment le ciment de cette équipe grâce à John Byrne en grande partie. Et évidemment, il y a tout un tas de trucs intéressants dedans, je vais pas en spoiler trop. Doctor Doom, personnage encore une fois que j'aime beaucoup, a aussi ses grands moments dans ce run. Un des plus grands runs sur les Fantastic Four, très clairement. Pas forcément le plus accessible parce qu'on est sur... Évidemment, c'est John Byrne, c'est une autre époque, et c'est assez bavard, c'est assez verbeux. Pas souvent pour ne rien dire, très clairement, c'est souvent... Tout est souvent maîtrisé et utile, mais... Enfin, tout est souvent, ça veut rien dire, vous m'avez compris.
Mais en tout cas, voilà, on est sur un run qui est un petit peu plus lourd à lire, un petit peu plus dense. Clairement, vous allez pas vous enchaîner l'omnibus en 2 sessions, hein, clairement. En même temps, c'est assez rare sur un omnibus aussi gros, mais bon, voilà, c'est clairement une lecture un petit peu plus dense qu'un, run de Wade, par exemple, hein, sur les Fantastic Four, c'est moins accessible, mais mon Dieu, quelle qualité! John Byrne est une machine absolue, en plus, parce qu'il dessine, écrit et encre une grande partie du run. Pas tout, il y a des parties où c'est pas lui qui fait tout, mais en tout cas, il y a une grosse partie du run où il est à la manette sur absolument tout, quoi. Et vraiment, une immense machine de guerre, ce mec, vraiment. Bon, moi j'adore John Byrne, hein, donc de toute façon je suis pas très objectif. Mais voilà. Vraiment, pour moi, c'est mérité d'être dans le top 3 parce que j'ai découvert ça cette année, très tardivement, hein, vous en conviendrez, mais vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. De toute façon, j'ai découvert les Fantastic Four assez tard, moi, au final, enfin découvert. Je me suis vraiment plongé dedans assez tard, malgré mon amour pour ce personnage que j'ai croisé partout ailleurs, mais pas dans des runs de Fantastic Four, et que je redécouvre en partie du coup. Mais vraiment, ouais, Fantastic Four de Burn, parfait. Si vous voulez plutôt une porte d'entrée, allez sans doute plutôt sur le Run the Wade, qui est très accessible, très fun, très divertissant, très fluide, et vraiment super bien illustré par Waringo, mais en un seul omnibus en plus, ou en 2 poches chez Marvel. Sinon, bah, le West, si vous connaissez déjà un petit peu les persos et que vous n'avez pas lu le Run de Burn, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Évidemment, faut aimer les récits de cette époque-là, mais c'est parfait. Voilà, ensuite on va passer au top 2. Top 2 sur lequel j'ai encore une fois triché. Et ouais, et vous pourrez rien y faire. Vraiment, là c'est juste parce que je ne pouvais pas en choisir qu'un, très clairement. J'ai j'ai triché, j'ai mis tous les titres du The Unnamed, dont reparle de Ghost Machine, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Hyde Street. The Unnamed, c'est l'univers partagé qui a été créé donc par Ghost Machine. Univers partagé qu'on a donc la chance de voir se construire petit à petit. En France, on a pour l'instant ces 4 tomes qui sont sortis. On a donc Geiger, tome 1 et 2, qui sont sortis chez nous. Geiger, c'est l'histoire de Monsieur Geiger, qui a subi une explosion nucléaire et qui s'est transformé en cette espèce de créature luminescente. Et je vous en dirai pas beaucoup plus, vous découvrirez ça. C'est du post-apo. C'est vraiment sublimissime. Gary Frank on fire, comme tous les dessinateurs de The Unnamed. On a donc eu le tome 1 et le tome 2. C'est vraiment du très très bon, c'est du post-apo, pas vraiment super-héroïque, mais avec vraiment des relents quand même de super-héroïque. C'est Geoff Jones, il aime bien ça, donc clairement. Et puis, ben, on est sur donc la première série de cet univers partagé. C'était vraiment, vraiment très bon, et le tome 3 arrive très bientôt chez Urban, donc je me jetterai dessus, bien entendu. On a évidemment Junkyard Joe aussi. Junkyard Joe, c'est l'histoire de ce robot qui accompagne une escouade pendant la guerre du Vietnam. Il est attribué à une escouade et il se trouve que, robot ou pas, il y a un attachement qui se forme avec certains membres de l'escouade. Je vous en dirai pas beaucoup plus là non plus, mais je vous montre des pages du début à chaque fois, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment exceptionnel, ça parle du Vietnam, ça parle de la façon dont on traite les vétérans, notamment aux États-Unis. Un grand comics pour moi, j'ai pris une petite baffe sur Junkyard Joe, alors que c'était probablement celui que j'attendais le moins, donc j'ai été très surpris. Et puis enfin, on finit avec Redcoat. Redcoat, c'est l'histoire de ce gars-là, qui se retrouve immortel, un peu par hasard, et qui doit donc vivre avec ça, c'est le cas de le dire. Et c'est extrêmement intéressant, on visite des différents moments de l'histoire, on a des personnages historiques connus dedans. J'en dirai pas plus là non plus, je veux vraiment pas vous spoiler. De toute façon, j'ai fait des vidéos sur ces comics là sur la chaîne, donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir ça, ou vous renseigner, il y a plein d'autres gens qui ont fait des vidéos aussi. Mais en tout cas, on est sur un Brian Hitch, là aussi, au top de sa forme. Donc encore une très très bonne série, on a le tome 2 qui arrive bientôt chez Urban aussi. The Unnamed, le grand bonheur que c'est de suivre la construction et la création de cet univers. Parce que si vous lisez du Marvel ou du DC comme moi, vous n'avez probablement pas connu les débuts, les tout premiers numéros et la création en temps réel de l'univers. Là, on a la chance de pouvoir voir justement les fondations d'un univers partagé qui se crée en temps réel sous nos yeux. Et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux, on découvre des personnages tous plus intéressants et uniques les uns que les autres. Les ambiances sont toutes totalement différentes. On a des dessinateurs qui sont contents de travailler là-dessus et ça se ressent. Tu sens que les équipes créatives de The Unnamed sont passionnées par ce qu'elles font et enfin, c'est incroyable à lire. C'est vraiment trop, trop, trop cool. Donc The Unnamed, évidemment, top 2 de cette année pour moi. Et
ça aurait pu être top 1. Voilà. On va donc passer, pas au top 1, mais à une ou deux mentions honorables, 3 même, je crois que j'en ai mis 3. 3 mentions honorables, et puis après on fera le top 1, et puis on en finira avec ce top de 2025. Allez, on passe aux mentions honorables, comme je vous le disais. Donc on va commencer avec le Batman et Robin Year One de Mark Waid et Chris Samney, dans un très joli écrin de chez Urban Comics, avec un dos toilé bien sympathique, un vernis sélectif, un cartonnage qui est de bonne qualité. Ils ont essayé de faire quelque chose de différent, et ça marche bien. J'aime beaucoup cette édition. On a donc ici la réinterprétation de la première année qui suit l'adoption de Dick Grayson par Bruce Wayne, suite à la mort de ses parents, vous connaissez l'histoire. Ici donc réimaginé, ou en tout cas interprété par Mark Waid. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ça se lit extrêmement bien. Moi j'aime beaucoup Mark Waid parce qu'il a cette faculté à être... à dépeindre des personnages très humains et à être très proche de ces personnages dans l'écriture, je trouve. Et ici, on a en plus un Chris Samney qui est très en forme aussi. Je trouve que le travail sur la relation Bruce, Dick, j'allais dire Damian, mais Bruce, Dick Grayson, est vraiment très chouette. Alfred aussi a une place très cool. J'aime beaucoup ce récit parce que, en fait, il est simple mais extrêmement efficace. Il va droit dans les émotions à plein de moments. Il y a une utilisation de Gotham qui est chouette aussi. On a un nouveau méchant qui débarque de la pègre et qui veut foutre le bordel dans les différentes familles de la mafia de Gotham. Bref, une bonne histoire de Batman, un bon traitement des personnages, une relation père-fils qui fonctionne super bien, avec deux trois éléments nouveaux. En plus, on a par exemple une jeune femme de l'aide à l'enfance de Gotham qui vient vérifier si Bruce Wayne s'occupe bien du jeune Dick Grayson, s'il ne l'a pas adopté pour des mauvaises raisons, ce genre de choses-là. Donc c'est intéressant, il y a vraiment des choses qui surprennent et qui sont vraiment bien vues de la part de Mark Waid. Donc ça c'est le tome 1, il y a le tome 2 qui arrive bientôt. C'est en 12 numéros la série. C'est une maxi-série, et du coup bah, on aura bientôt le fin mot de l'histoire, mais en tout cas ce premier tome j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça a sa place dans les mentions honorables de mon point de vue. Encore du DC pour la deuxième mention honorable, New Gods par Ramvi et Evan Kagel. On est sur une nouvelle version du quatrième monde de Jack Kirby, donc vous connaissez les néo-dieux de New Genesis et Apocalypse qui se font la guerre. Ici, ça fait suite au fameux event qui est responsable, enfin au fameux événement qui est responsable de la création de l'univers Absolute. Parce que, en gros, dans le DC All-In, qui est la période actuelle, on a Absolute d'un côté, l'univers alternatif et la continuité. Ça, c'est dans la continuité, pour le coup, c'est pas dans l'Absolute. Mais il s'est passé quelque chose de grave et qui va chambouler le monde des néo-dieux et qui va donc mener à, on va dire, tout un tas de bouleversements cosmiques et mythologiques dans l'univers de DC, qui sont dépeints ici par Ramvi de manière absolument pertinente, intéressante, et puis surtout, c'est épique. C'est vraiment ça assume le côté grandiose, grandiloquent du côté divin et cosmique de DC, et ça en fait quelque chose de vraiment très intéressant. On a un Evan Kagel qui est très en forme, là aussi, comme beaucoup de dessinateurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce soir j'allais dire, enfin oui, en l'occurrence je tourne le soir, donc oui. Et donc bref, on a un très très bon récit, qui est pas forcément le plus accessible, j'en avais parlé dans ma vidéo, je trouve que beaucoup de gens ont dit que c'est accessible, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve qu'il y a quand même pas mal de concepts un petit peu obscurs de l'univers d'ici qui sont utilisés, qui sont pas toujours très bien expliqués. Donc voilà, mais c'est quand même vraiment très 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 bon, et ça vraiment je recommande chaudement à toute personne qui aime bien l'univers de DC, et j'attends de voir où ils vont aller avec ça, avec la suite. Et puis enfin, pour finir sur les mentions honorables, et ben là aussi j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, mais c'est le run de Brian Michael Bendis et Alex Maliv sur Daredevil. J'ai adoré ce run, je l'avais encore jamais lu, on me l'a conseillé pendant très longtemps, mais je l'avais encore jamais lu. On est sur un Daredevil sombre, comme souvent en fait, parce que Daredevil c'est quand même un des personnages de Marvel qui souffre le plus, on va pas se mentir. Le type, il vit jamais des aventures super lumineuses, sauf paraît-il chez Wade, mais j'ai pas encore lu le run de Wade, il faudra que je lise celui de Brubaker d'abord. Mais en tout cas, on est sur un run qui est vraiment hyper intéressant parce qu'on a autant de Daredevil que de Matt Murdock, je trouve. On a beaucoup de scènes d'avocats en fait. Oh, il y avait un ex-libriste là-dedans. Hop, on a beaucoup de scènes d'avocats, de justice à la cour, et franchement, j'ai trouvé ça hyper prenant. Je trouve que les personnages sont tous très bien écrits. Je trouve que l'ambiance globale visuelle donnée par Maliv correspond parfaitement à l'univers de Daredevil en fait. Et puis tous les personnages secondaires qu'on voit, tous les méchants qui sont utilisés, le sont de manière extrêmement intéressante.
Là encore, j'essaye de rester flou sur le truc, on parle pas de review de chacun des titres que je cite ici, mais vraiment, le run de Daredevil de Bendis, et en plus, celui-là, pour le coup, il est très accessible, donc vous pouvez le lire si vous avez jamais rien lu d'autre, c'est en 4 de luxe, si je ne m'abuse, ouais, ça doit être ça. C'est en 4 de luxe, et ensuite, c'est celui de Brubaker qui arrive en deluxe aussi, que si vous voulez continuer derrière. Donc voilà, c'est un très très bon run sur Daredevil, je suis pas le plus grand fan du monde de Daredevil, mais j'ai passé un très très bon moment sur ce run, et je voulais en parler un tout petit peu, histoire de rappeler que c'était une de mes bonnes lectures de 2025. Allez, c'est parti pour le numéro 1 de ce top, qui ne surprendra à peu près personne, puisque j'en ai déjà parlé plein de fois, un peu partout. Ma lecture coup de cœur de l'année, Hélène de Windorn, par Tom King et Bill Kisevely, dans un très bel écrin, par Glénat. Glénat, ils font pas du comics souvent, mais quand ils le font pas à moitié. Du vernis sélectif partout, un choix de cover absolument somptueux, une quatrième de couverture très très chouette aussi, bref, un très joli livre. Hélène de Windorn, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Hélène, qui vivait sur les routes avec son père, une vie un petit peu dissolue, elle est déjà alcoolique alors qu'elle a 16 ans, et son père c'est un auteur de pulps, de fantasy, très inspiré de Conan, très clairement, sauf que son père, Monsieur C.K. Cole, il décède un jour, et Hélène se retrouve donc seule. Elle est en cellule quand vient la chercher sa nouvelle gouvernante qui a été engagée par son grand-père pour la ramener chez lui, donc dans le château de son grand-père, Windorn, et dans ce château, il se passe des choses un petit peu inattendues, et donc on va suivre Hélène, son grand-père et cette gouvernante dans des aventures assez surprenantes, auxquelles je ne m'attendais pas du tout, et j'ai été vraiment surpris par ce bouquin, parce qu'on est sur probablement ce que j'ai préféré de Tom King. Moi j'aime bien Tom King, je fais pas partie des gens qui détestent cet auteur, mais vraiment, pour moi, ça, c'est son meilleur. Et surtout, il est accompagné d'une Bill Kisevely, qui est juste une des meilleures dessinatrices d'aujourd'hui, pour moi. Je ne raterai plus jamais une œuvre de cette dessinatrice. Je vous montre un petit peu rapidement. J'avais fait une vidéo sur la chaîne là aussi si vous voulez un peu plus de détails. Mais c'est du très 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 lourd. Bill Kisevely, vraiment, hein, vraiment, 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 je ne raterai plus jamais une BD dessinée par cette femme. Exceptionnelle. Hop, 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 le ex-libris. Bon, je le ramasserai après. Hop, très 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 beau. Et surtout très très bien écrit. Tout un tas de thématiques assez intéressantes, assez profondes. Là encore, ça parle de transmission, là encore, ça parle de conflit générationnel. Là encore, ça parle de deuil. Mais avec une façon de faire très différente. On n'est pas sur un Tom King habituel, j'ai envie de vous dire. J'ai trouvé ça, encore une fois, je l'ai beaucoup dit, mais j'ai trouvé ça encore une fois très humain, très touchant, très émouvant. Ça m'a atteint à plein de moments. Et puis, on a une fin qui est très très marquante, de mon point de vue en plus. Donc, un récit, moi perso, que je sais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit, en fait, dans le sens où vraiment, j'en ai dit beaucoup de bien dans ma vidéo et puis chez d'autres gens, et vraiment, je pense toujours autant que c'est ma lecture de 2025. J'ai pris une claque, j'ai eu une larme à un moment donné, j'ai adoré suivre les aventures de ce personnage, à tel point d'ailleurs qu'à la fin, j'aurais voulu qu'il y en ait plus. Mais c'est peut-être une bonne chose aussi que ça s'arrête tant que c'est excellent et qu'on prenne pas le risque d'aller trop loin. J'ai trouvé ça très fort. Le grand-père, il est exceptionnel. Hélène, elle est touchante et particulièrement surprenante comme personnage. Encore une fois, on parle d'une gamine de 16 ans qui a vécu une vie un peu particulière, qui est alcoolique et qui va devoir faire face à son deuil et à ses démons de manière un petit peu métaphorique avec les aventures qu'elle va vivre. En plus, on est sur une lecture qui a plusieurs niveaux de lecture justement, et chacun se fera un peu son interprétation. C'est assez ouvert, en fait, ce que raconte Tom King, et chacun pourra, à la fin, avoir sa propre idée de ce qu'il a vraiment lu. Et voilà, on a fini avec le top 2025 de mes lectures. C'était une année un peu particulière, 2025, puisqu'il y a eu la création de la chaîne, beaucoup de lectures très marquantes. Vous m'avez réservé un accueil vraiment top, en plus en 2025, je vous remercie encore pour ça. C'était vraiment, vraiment super cool, très bienveillant, très accueillant, vraiment top, et bah, j'espère qu'en 2026, je vais pouvoir continuer à vous partager mes coups de cœur, ma passion pour les comics, et autres sujets.
bah, je vous mettrai en ligne encore des vidéos sympas à regarder, j'espère. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, puisque, quand je poste une vidéo, je poste toujours sur Instagram. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche évidemment pour avoir les notifications sur YouTube. Et puis le grand classique, comme d'habitude, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez aimé en 2025, quels sont vos coups de cœur de 2025. Je réponds aux commentaires de toute façon. Donc n'hésitez pas, et puis bah écoutez, on est reparti, hein, normalement, une vidéo tous les mercredis à 16 h. S'il y a un imprévu, j'en parlerai sur Instagram ou dans la partie commune de la chaîne de toute façon. Mais voilà, on repart sur le rythme de 2025, une vidéo tous les mercredis. Encore merci de m'avoir suivi, et puis bah écoutez, à la semaine prochaine. Ciao!